Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno remanie son gouvernement à 9 mois du scrutin présidentiel. Le nouveau cabinet compte maintenant 35 membres contre 31 précédemment et accueille plusieurs jeunes, des femmes et un peu plus de représentants de petits mouvements alliés au parti au pouvoir. Nombre de ministères clés ne changent toutefois pas de main. Nouvelle mission de conciliation dans la crise malienne avec une délégation menée par l'ex-chef de l'État nigérian, Goodluck Jonathan, à Bamako. Mais les chefs de la contestation réclament toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et appellent à un nouveau rassemblement en fin de semaine. Le gouvernement américain annule sa décision de priver de visa les étudiants étrangers dont les cours seront entièrement dispensés en ligne à la rentrée universitaire pour cause de pandémie de Covid-19, démarche qui avait provoqué un tollé et qui avait été qualifiée d'arbitraire. Cap sur le Tchad pour ouvrir ce journal. À 9 mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a procédé à un remaniement conséquent de son gouvernement hier, avec l'entrée de 14 nouveaux ministres et 6 secrétaires d'État. Le nouveau cabinet accueille des jeunes et des femmes. En revanche, la plupart des ministères clés, eux, n'ont pas changé de main. De N'Djamena, reportage de Nesta Yamgotou. Il est intéressant d'avoir plusieurs jeunes dans le nouveau gouvernement, mais il ne suffit pas de nommer des jeunes dans le gouvernement pour que les choses changent. Et je crois qu'il faut carrément changer le système, sinon ces jeunes reproduiront les mêmes erreurs ou les mêmes fautes que leurs aînés. Des jeunes qui ont intégré le nouveau gouvernement, et là, moi, en tant que jeune, ça me fait plaisir de voir les jeunes. Pourquoi? Parce que j'estime que ces jeunes porteront nos doléances dans les instances de décision et peut-être que des solutions seront trouvées en faveur des jeunes. Une mission du bloc régional de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est arrivée au Mali aujourd'hui. Le but, tenter de rapprocher le pouvoir de Bamako et le mouvement de contestation à l'approche d'un nouveau rassemblement à haut risque. L'arrivée de cette mission intervient 24 heures après que les leaders de la contestation, tout juste relâchés, ont dit ne plus avoir d'autre objectif que la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le point avec Didi Diko. À Bamako, l'imam Mamoud Diko et Muntagatal, l'un des opposants du M5, ont réitéré leur appel au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons acquis la conviction aujourd'hui que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'a ni les capacités physiques ni les capacités intellectuelles de diriger le Mali. Les leaders de la contestation ont appelé à un nouveau rassemblement vendredi. Cette fois, il ne s'agit pas d'une manifestation, mais d'un moment de recueillement, une semaine après la marche ayant dégénéré en 3 jours de troubles, avec un bilan d'au moins 11 morts. Monument de l'indépendance, à 14 heures, prière collective, hommage à nos martyrs. Nous avons mis en place et au travail une équipe de juristes pour déposer plainte pour assassinat. Merci. Merci. Le M5 a fait connaître mardi son intention de demander l'intervention de la Cour pénale internationale pour faire juger les responsables de ces morts, mais la CPI ne peut pas être saisie par une organisation.
L'opposition malienne dénonce également le déploiement de la force SAT, la force spéciale antiterroriste, lors des opérations de maintien de l'ordre dans la capitale, ainsi que l'usage de tirs à balles réelles. Les Maliens respectent les forces spéciales antiterroristes. Nous les applaudissons quand ils vont sur les champs d'opération. Ce sont nos enfants. Mais leur formation, leur vocation, leur rôle, ce n'est pas de maintenir l'ordre. Et ceux qui leur demandent de maintenir de l'ordre sont responsables de ce qui est arrivé. Et c'est leur responsabilité à eux que nous allons rechercher et obtenir. La primature n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué adressé au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Premier ministre a exigé une enquête afin d'éclaircir les raisons de l'engagement de la force SAT face aux manifestants et déterminer l'autorité ayant donné l'ordre d'engager la force antiterroriste. Dans la capitale, les gestes d'ouverture du pouvoir, à savoir l'offre d'un gouvernement d'union nationale, la dissolution de la Cour constitutionnelle, la tenue de législatives partielles, n'ont pas permis d'apaiser la contestation et les mécontentements. Le mouvement du M5 a de nouveau donné rendez-vous aux Maliens dans la rue le vendredi 17 juillet. Au Mali encore, 7 cultivateurs d'Ogon qui étaient au champ ont été tués hier dans l'attaque de 2 villages dans le centre du pays, l'un des foyers des violences intercommunautaires et djihadistes au Sahel. D'après Ali Dolo, maire de la commune de Sanga, dont les 2 villages attaqués font partie, les assaillants non identifiés sont venus à moto. Ils sont les mêmes, dit-il, qui ont attaqué les autres villages de Sanga ces derniers mois. En Côte d'Ivoire, hommage national hier au Premier ministre et candidat à la présidentielle, Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier d'une crise cardiaque à 61 ans lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Son cercueil, recouvert du drapeau ivoirien, a reçu les honneurs civils et militaires en présence de nombreuses personnalités, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, son homologue sénégalais Macky Sall ou le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le point maintenant sur la pandémie de Covid-19. Le Sénégal a rouvert ses frontières aériennes après 4 mois de fermeture à cause du coronavirus, avec l'arrivée tôt ce matin à l'aéroport international de Dakar d'un vol d'Air Algérie. 6 autres vols internationaux au départ et à l'arrivée ont été prévus ce mercredi. La pandémie continue toutefois de s'étendre dans le monde, contraignant plusieurs pays comme l'Inde à des reconfinements partiels de dizaines de millions de personnes. Mais l'espoir d'un futur vaccin se renforce aux États-Unis, où la firme de biotech Moderna s'apprête à démarrer la phase finale de ses essais cliniques. Le groupe, qui bénéficie de 483 millions de dollars du gouvernement américain et figure parmi les tout premiers dans la course mondiale au vaccin, vient de publier des résultats préliminaires prometteurs dans le New England Journal of Medicine. À ce stade, la maladie a infecté plus de 13,2 millions de personnes dans le monde et fait plus de 576 000 morts. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan n'ont pas réussi à s'entendre lors d'une nouvelle série de pourparlers tenus par l'Union africaine pour réguler le débit d'eau du projet de méga-barrage d'Addis Abeba sur le Nil. Si l'Éthiopie, l'une des économies africaines à la croissance la plus rapide, considère le projet comme indispensable pour son développement et son électrification, Khartoum et le Caire craignent qu'ils ne restreignent leur accès à l'eau. Blanche Sanou pour les détails. La pression s'intensifie entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, vu que Addis Abeba avait annoncé le début du remplissage du barrage au mois de juillet. Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, ce méga barrage que l'Éthiopie construit sur le Nil est une source de forte tension entre Addis Abeba et le Caire depuis 2011. Pressés à la fois par le temps et l'opinion publique, les protagonistes cherchent une solution, mais sans grand succès. L'Union africaine a lancé son effort de médiation il y a 2 semaines, impliquant 11 sessions en ligne pour mettre fin à l'impasse concernant le remplissage et l'exploitation du barrage de 4 milliards de dollars. En plus de ces pourparlers, le groupe de prévention des conflits, International Crisis Group, a appelé les différentes parties à trouver une solution avant que l'Éthiopie ne commence à remplir le barrage.
Les pourparlers avec l'Union africaine ont été interrompus afin que les parties puissent rédiger un rapport plus ou moins positif quant aux progrès qui ont été réalisés. Je pense que l'élément clé est de garder tout le monde autour de la table, car plus ils peuvent parler, plus ils sont susceptibles de parvenir à un accord. Le ministère égyptien de l'Irrigation a déclaré lundi 13 juillet que les 3 pays soumettraient un rapport sur les pourparlers au médiateur Cyril Ramaphosa, le président sud-africain et président de l'Union africaine, qui prépare un nouveau mini-sommet. Le ministre soudanais de l'Information, Faisal Saleh, croit que le problème doit être résolu par le dialogue et qu'une solution équitable est nécessaire pour limiter l'impact négatif du barrage. Quant au ministère éthiopien des Affaires étrangères, il a déclaré le mardi 14 juillet que les demandes inchangées et excessives de l'Égypte et du Soudan nuisent à un accord. Mais il a ajouté que l'Éthiopie était disposée à faire preuve de souplesse au fur et à mesure que les pourparlers se poursuivraient. Pour l'Éthiopie, le barrage demeure la pièce maîtresse du développement du pays, mais cela suscite des inquiétudes au Caire car les réserves se font déjà rares et les besoins des quelques 100 millions d'habitants qui dépendent presque entièrement du Nil seraient encore plus difficiles à satisfaire. Dans l'actualité également, ce développement en Tunisie, le chef du gouvernement Eliès Fakhfakh a présenté sa démission ce mercredi après un bras de fer avec le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Ennahda, qui compte 6 ministres au gouvernement, mais se sent marginalisé au sein de l'exécutif, avait relancé de façon pressante cette semaine ses appels à changer de gouvernement, mettant en avant les soupçons de corruption pesant sur Eliès Fakhfakh, choisi en février dernier pour diriger un gouvernement de coalition. Toujours en Tunisie, des pénuries d'eau sont observées dans certaines villes du pays alors que l'épidémie de Covid-19 continue d'inquiéter. L'hygiène corporelle et un assainissement régulier demeurent un impératif pour se protéger de la maladie. De nombreuses familles sont toutefois confrontées quotidiennement au manque d'eau potable. Blanche Hassan. À Karouan, un village de la Tunisie, Néa Yacoubi parcourt des kilomètres chaque jour pour remplir d'eau des dizaines de jarres en plastique. Nous avons du mal à avoir de l'eau. Je suis malade. Mes genoux et mes mains me font mal à mon retour. Les gens m'aident à mettre quelques bouteilles en plastique sur l'âne, mais ce n'est pas suffisant. Difficile d'accès, le puits est situé juste au-dessus d'une montagne déversant de l'eau dont les habitants disent qu'elle est contaminée. Selon Yesser Soulmi, coordinateur du projet de Watch Water Tunisia, environ 200 000 familles sont prises au piège de cette pénurie d'eau. De nombreuses personnes perdent plus de la moitié de leurs revenus en essayant de trouver de l'eau potable. Mohamed Yacoubi, un habitant du village, craint que les déplacements quotidiens des gens vers la montagne n'augmentent les risques pour la santé pendant cette pandémie. Avec la propagation du nouveau coronavirus, il y a une absence de surveillance de la santé. Si la source de cette eau est contaminée et que tout le monde en boit, ce serait une catastrophe. Les gens viennent de beaucoup d'endroits différents. Ils s'assoient ensemble et boivent ensemble. La situation est vraiment inquiétante. Les plaintes de pénurie et de coupures d'eau en Tunisie augmentent depuis des années. L'urbanisation, la croissance démographique, les besoins agricoles et industriels font partie des nombreux facteurs qui pèsent sur la disponibilité de l'eau dans ce pays. Selon un rapport de la Banque mondiale en 2014, l'accès à l'eau potable demeure un grand défi de développement pour la Tunisie. Ailleurs dans l'actualité, revirement pour le président américain Donald Trump. Son gouvernement a renoncé hier à priver de visa les étudiants étrangers dont les cours resteraient virtuels à la rentrée pour cause de pandémie de Covid-19, après avoir été attaqué en justice par des universités. C'est une juge fédérale de Boston chargée de l'action intentée par les universités de Harvard et du MIT contre la décision gouvernementale annoncée le 6 juillet dernier qui a fait part de cette reculade de l'administration Trump. Les partis sont arrivés à une solution. Le gouvernement a accepté d'annuler la décision, a indiqué la juge Alison Burroughs lors d'une audience de quelques minutes à peine qui se déroulait par téléconférence en raison de la pandémie. La mesure avait provoqué un tollé et les deux universités en question l'avaient qualifié d'arbitraire
et de capricieuses. Et puis, la Chine s'en prend à la décision de la Grande-Bretagne de mettre à l'index les équipements de Huawei. Pékin estime que Londres a été berné par Washington. Le gouvernement britannique a choisi hier d'exclure d'ici à 2027 les équipements du géant chinois des télécoms de son réseau 5G, la nouvelle génération de l'Internet mobile. En réponse, la Chine prendra une série de mesures pour défendre les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises, a averti aujourd'hui la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying. Il y a un prix à payer, ajoute-t-elle. La Maison-Blanche, qui soupçonne Huawei d'espionnage potentiel au profit de Pékin, s'est félicitée du choix de Londres, qui reflète un consensus international grandissant sur le fait que Huawei et d'autres acteurs représentent une menace pour la sécurité nationale, car ils restent redevables au Parti communiste chinois, dit-elle. Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique, n'allez nulle part ailleurs. Nous revenons dans quelques petits instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Au Kenya, après 3 mois de confinement dû au coronavirus, l'on évoque plus de 150 000 adolescentes tombées enceintes. Il s'agit d'une forte augmentation des chiffres établis par le passé. Des ONG font une campagne pour encourager les parents à ne pas marier leurs filles enceintes. De Nairobi, reportage de Mohamed Youssouf, sujet relaté par Mohamedou Oumfa. Tabitha Mukui, 45 ans, vit dans un petit village du comté de Machakos, dans l'est du Kenya. Sa fille adolescente est enceinte. Elle fait partie de la vague de jeunes filles enceintées depuis que le Kenya a annoncé son premier cas de Covid-19 en mars dernier. Mukui a découvert la grossesse de sa fille il y a seulement quelques jours. Celle-ci a essayé de la dissimuler en portant un pull pendant plusieurs jours. Je lui ai demandé de retirer son pull. Quand elle l'a fait, je l'ai regardée et j'ai constaté qu'elle était enceinte. J'étais tellement en colère, mais je ne l'ai pas battue. Je ne lui ai pas crié dessus. Raphaël Shingo, chef local, note que d'habitude, 1 ou 2 grossesses d'adolescentes sont enregistrées par an. Au cours des 3 mois, j'ai personnellement suivi 4 cas. Selon des ONG au Kenya, au moins 150 000 filles sont tombées enceintes au cours des 3 derniers mois, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année dernière. Kate Mena-Vorley, directrice nationale de Plan International, pense que la pandémie de Covid-19 risque d'anéantir les progrès réalisés dans l'autonomisation des filles. Cette situation a mis en lumière le visage affreux des violences basées sur le genre et des atrocités commises contre les filles au Kenya, les disparités entre les sexes, et nous courons maintenant le risque de voir nos efforts de promotion et d'égalité en faveur des filles réduits à néant. Comme Kate, Mukui semble un peu résignée. Devant le fait accompli, elle dit avoir accepté la situation de sa fille et promet d'ailleurs de l'aider à terminer ses études. On le retrouve chaque mercredi pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. C'est Yacouba Ouedraogo, bien évidemment. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Nous commençons par les nouvelles du championnat de football américain NFL. Après avoir longtemps résisté, l'équipe de Washington a annoncé l'abandon de son nom des Redskins, entendez peau rouge, cédant à la pression d'une partie de l'opinion et de ses sponsors qui critiquaient sa connotation raciste envers les Amérindiens. Suivez. Redskins, entendez peau rouge, en référence à la couleur de peau des Amérindiens, premiers habitants des États-Unis. Cette appellation de l'équipe de Washington avec son logo
Un Amérindien de profil flanqué de 2 plumes va bientôt disparaître car considéré par des activistes comme une insulte raciste. Le propriétaire de l'équipe Daniel Snyder et l'entraîneur Ron Rivera disent travailler pour développer un nouveau nom et une nouvelle approche visuelle selon un communiqué publié par le club. Une nouvelle qui n'a que trop tardé à arriver selon certains fans. Je pense que le nom des Redskins est offensant. Je pense que les Redskins ont quelques problèmes. Cela commence par un changement de nom. Pendant longtemps, des voix se sont levées pour demander à cette équipe de football américain de changer son nom et son logo, considérés comme insultants par certains. Mais le patron des Redskins avait toujours refusé, affirmant que ce surnom, utilisé depuis 1933, rendait hommage aux Amérindiens. Pas l'avis de tous. Je suppose que c'est un problème à cause de l'héritage amérindien et de ce qui s'est passé en ce qui concerne la façon dont ils sont devenus amérindiens. C'est le problème. Et tout comme les Noirs se sont levés, je pense que les Amérindiens devraient avoir les mêmes droits et faire la même chose. Avec la mort de l'Afro-Américain George Floyd fin mai, la pression a encore augmenté autour des Redskins. La société FedEx, qui parraine et donne son nom au stade de l'équipe, a aussi demandé à cette dernière de changer son nom. Et l'équipementier Nike a arrêté de vendre les produits dérivés de l'équipe sur son site Internet, suivi par les grandes enseignes Walmart et Target. Ce sera une chose intelligente et juste à faire pour rendre hommage aux gens qui ont été offensés. Bien sûr, à l'époque, ils voulaient le changer, mais ne l'ont pas fait. Je pense qu'avec la façon dont les choses se passent en ce moment, il serait intelligent de changer le nom. Le maire de Washington, Muriel Bowser, a aussi indiqué qu'il est temps de changer ce nom et que ce dernier est l'un des obstacles au souhait de l'équipe de revenir jouer dans la capitale qu'elle a quittée en 1997 pour évoluer dans le Maryland voisin. En athlétisme, le marathon de Chicago prévu pour le 11 octobre a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. En réponse aux préoccupations persistantes de santé publique provoquées par le nouveau coronavirus, la ville de Chicago a annoncé la décision d'annuler le marathon de Chicago 2020 et toutes les activités du week-end de course, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Le mois dernier, le marathon de New York, l'un des événements les plus prestigieux du calendrier mondial de la course à pied, a été annulé, de même que ceux de Boston, Dublin et Paris. Le marathon de Londres a pour le moment été reporté au 4 octobre. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en basketball, Russell Westbrook, meneur vedette des Houston Rockets, a été testé positif au Covid-19. Nommé meilleur joueur NBA en 2017, Westbrook a rassuré ses fans sur Twitter. « Je me sens bien actuellement, je suis en quarantaine et j'ai hâte de rejoindre mes coéquipiers. Dès que j'en aurai l'autorisation, prenez ce virus au sérieux, portez un masque », a écrit le joueur de 31 ans. Cette annonce intervient alors que les joueurs ont commencé à arriver à Orlando pour le camp d'entraînement qui va précéder la reprise de la NBA le 30 juillet. Comme Westbrook, deux autres joueurs des Rockets ne sont pas encore partis pour Orlando, James Harden et l'international camerounais Luc Mba Amouté, mais Houston n'a pas donné d'explication à leur sujet. C'est tout pour les sports ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci bien, Yacouba Ouedraogo. Vous revenez mercredi prochain. Au même chapitre, au Ghana, coronavirus oblige, les salles de sport et les entraîneurs particuliers sont désormais passés au cours en ligne. D'ailleurs, le gouvernement ghanéen encourage les gens à faire régulièrement de l'exercice physique, même s'ils n'ont pas accès aux salles de gym et aux équipements sophistiqués. À Accra, reportage de Stacy Knott, récit d'Ilediko. Avant la pandémie de coronavirus, ce gymnase de la capitale ghanéenne accueillait jusqu'à 130 membres par jour. Mais avec la propagation du Covid-19 et la diminution du nombre de personnes se rendant en salle de sport, Pipa, une propriétaire de salle de sport, propose désormais des cours en ligne et de l'aérobic sur des rythmes d'azonto, une danse populaire ghanéenne. Azonto est une danse que les enfants peuvent pratiquer à la maison avec leur maman, leur grand-mère ou leur grand-père. Tout le monde peut s'impliquer et en faire une activité familiale. Nous nous sommes tout simplement dit que ce serait une façon amusante et légère de faire bouger les gens, car nous savons qu'avec la pandémie, beaucoup de gens sont devenus des flemmards sans aucune activité physique.
Le gouvernement ghanéen insiste sur l'importance d'être en bonne forme physique pour rester en bonne santé. Au Ghana, les salles de sport ont enfin rouvert et Samuel Koulbila, un culturiste et instructeur d'école, dit que la pandémie ne devrait pas empêcher les gens de faire du sport. Il a créé un programme d'entraînement à domicile en ligne et est désormais suivi partout dans le monde sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à recevoir beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et des emails de gens me demandant de les aider car les salles de sport étaient fermées. En temps normal, ces personnes me voyaient m'entraîner dans la cour de la gym. Du coup, elles se sont dit que je pouvais les aider. Au début de la pandémie au Ghana, Mabina Antoui, une coach de fitness et mère de 2 enfants, organisait des ateliers sportifs pour les femmes. Désormais, elle propose des séances en ligne et dit aimer travailler de la maison car elle peut passer plus de temps avec ses enfants. I'm home, so I'm able to, I think, give them a little bit more of attention. Je suis chez moi, du coup, je peux leur accorder un peu plus d'attention et continuer à travailler. Même si je ne fais pas autant de profit qu'avant, ça reste très lucratif. Je voudrais donc pouvoir maintenir les cours en ligne. Ces entraîneurs sportifs ghanéens ont donc su tirer parti des règles de distanciation sociale afin de promouvoir l'exercice en ligne. Ils espèrent également que les encouragements du gouvernement pour rester en forme continueront une fois la pandémie terminée. À Douala, au Cameroun, André Blaise Essama abat des statues depuis des années, bien avant que les manifestations antiracistes planétaires ne mettent au premier plan la question des monuments coloniaux. Son pays, dit-il, doit plutôt honorer ses propres héros. Arzouma Compaoré. Pendant près d'une décennie, le militant camerounais a exécuté des flagellations, des déboulonnements et des décapitations dramatiques, lui ayant valu arrestation, amende et peine de prison pour vandalisme et destruction d'édifices publics. Mais Essama est déterminé. Pour lui, la grandeur camerounaise devrait être louée à la place, à l'image d'une statue à Douala de la légende du football Mbappé Lépé qu'il a commandée. Statuts nationales ont une importance, en ce sens ça va impacter les mémoires nationales, ça va apporter la fierté nationale, ça va déterminer les citoyens à aller de l'avant. Nous on a au Cameroun des Mbappé Lépé, mais on les voit petits. Pourquoi on doit les voir petits alors que d'autres peuples peuvent aussi profiter de ce que Mbappé Lépé soit grand? Une statue en particulier a été la cible de la campagne d'Essama, celle de Philippe Leclerc, un général de la Seconde Guerre mondiale, envoyé dans la colonie française de l'Afrique équatoriale pour rallier les dirigeants locaux et les conscrits locaux afin d'en faire des soldats pour libérer la France de l'occupation nazie. Essama dit qu'il a enlevé la tête de Leclerc 7 fois et l'a enterrée dans son village. Les autorités ont remplacé la tête à chaque fois et construit une clôture en fer en 2015, mais cela n'a pas arrêté ce militant. Il dit ne pas vouloir effacer l'histoire, mais soutient que le général Leclerc appartient à un musée. On célèbre sur les places publiques, on ne fait pas du sadomasochisme ou bien du syndrome de Stockholm. Celui qui adore ses bourreaux. Ça ne peut pas être une bonne chose pour un Africain de continuer de perpétuer le syndrome de Stockholm. Ferdinand Foch n'a rien fait comme état de... Quand Essama a commencé sa campagne, certains le considéraient comme un excentrique. Mais aujourd'hui, il rassemble des soutiens et a créé une association qui regroupe des artistes ayant sculpté plus de 30 œuvres honorant différents héros camerounais. Et voilà, c'est ici que nous refermons Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Surtout, prenez bien soin de vous. À demain. Merci.